Les microbes qui décident de votre niveau d'œstrogène, hyper important. Donc ce soir, je vous apprends comment les maîtriser et pas tomber bêtement malade à cause de vos œstrogènes. Et ça concerne beaucoup de filles. Donc on savait, même des garçons, on savait que les microbes intestinaux déjà régulaient pas mal d'aspects de physiologie humaine, y compris cette fichue perméabilité intestinale, l'absorption des nutriments par les aliments, et puis l'immunité. Et pourtant, on ne l'exploite pas suffisamment parce qu'il y a des études récentes qui suggèrent que les microbes intestinaux jouent un autre rôle, en fait, crucial dans le corps humain. Et ça, c'est en régulant les niveaux d'œstrogènes qui circulent, les œstrogènes circulants. Ça signifie que le microbiome intestinal joue aussi un rôle central dans la régulation des niveaux d'œstrogènes dans le corps, okay, et influence ainsi le risque de développer des maladies liées à la présence d'œstrogènes, telles que endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, cancer du sein. Okay. C'est dire à quel point c'est important ce dont on va parler là. Alors, l'œstrobolome. Yes, un nouveau nom. L'œstrobolome, c'est la collection des microbes qui sont capables de métaboliser les œstrogènes. Il y en a. Hein. Rappelez-vous bien de ça. La collection des microbes qui savent métaboliser les œstrogènes. Alors, l'œstrobolome, il module la circulation entérohépatique. Bon, c'est un peu compliqué comme terme, mais je n'ai pas trouvé autre chose parce que c'est la circulation entérohépatique. Alors, je ne sais pas quoi vous dire. Entérohépatique, ça relie le ventre et le foie. Hein. Donc, la circulation entérohépatique des œstrogènes. Et il affecte aussi le taux d'œstrogène circulant et excrété. Donc, le taux des œstrogènes qui circulent et qu'on élimine. Okay. Donc, en fait, les microbes de l'œstrobolome, ils vont produire une enzyme. Alors, je ne vous mets pas le nom, c'est une horreur. Enfin, je vous en parle un petit peu plus tard, mais c'est un nom à coucher dehors. Une enzyme qui déconjugue les œstrogènes dans leur forme active. Et ça, c'est hyper important. Et donc il déconjugue les formes qui influencent les processus physiologiques œstrogénodépendants. Je sais, ça va être plus simple après. Et donc, c'est ces processus physiologiques qui va faire que vous allez ou pas déclarer une maladie liée aux œstrogènes. Voilà, en gros. Ouais. En fait, c'est encore pire. J'ai essayé de vous simplifier ça au maxi. C'est pas évident de vous simplifier ça, faut que ça reste compréhensible. On va revenir dessus. Bref, est-ce que ça signifie que l'équilibre du microbiome pourrait être une nouvelle façon de traiter les maladies liées aux œstrogènes? Alors, quand on pense que, le microbiome intestinal, lorsqu'il est sain, l'œstrobolome, il va produire juste la bonne quantité d'enzymes pour maintenir l'homéostasie œstrogénique. Donc, c'est l'équilibre, le bon équilibre des œstrogènes, le bon nombre d'œstrogènes. Donc, quand le microbiome est sain, donc quand vous n'avez pas une magnifique candidose, par exemple, là, votre œstrobolome, il s'éclate, il peut fonctionner correctement et il produit juste assez d'enzymes pour que votre équilibre oestrogène puisse se produire. Si ce cher microbiome se déséquilibre, hein, entre autres à cause d'une dysbiose bien entretenue par une candidose, vous avez l'activité de l'enzyme qui va être altérée, donc qui va pas être équilibrée, et d'où du coup un déséquilibre aussi dans le nombre des œstrogènes qui circulent, donc une carence ou un excès d'ailleurs, dans les deux sens, d'œstrogènes libres. Et ça va entraîner le développement de pathologies qui vont être liées à la présence ou à l'absence d'œstrogènes. Okay.
Vous aurez tout le temps de vous mettre le nez dedans sur le replay, ne vous inquiétez pas. Alors, pour schématiser encore plus, disons que la dysbiose intestinale, c'est ce déséquilibre entre les bactéries qui soutiennent l'immunité et les bactéries qui ne soutiennent pas. Donc, les gentilles et les méchantes, qui font partie de la flore microbienne équilibrée. Enfin bon, qui font partie d'une flore en général. Mais si la flore est équilibrée, il y a cet équilibre entre les méchantes et les gentilles. Dès qu'il y a plus de méchantes que de gentilles, la flore est déséquilibrée. On est bien d'accord. Dès qu'il y a un déséquilibre, donc par exemple, dès que vous prenez le coup classique chez les bonnes femmes pour déséquilibrer la flore, c'est de prendre la pilule. Voilà. Ça déséquilibre bien. Ou des antibiotiques en plus. Donc, dès que la flore subit un déséquilibre, eh ben, les bactéries, les méchantes, comme le candida, prennent le dessus. Et là, il y a plein de choses qui se passent en tant que manifestation inflammatoire, métabolique, etc. Okay. Donc, c'était pour faire un petit rappel sur ce que c'est que la dysbiose. La dysbiose, c'est ce déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Okay. Bon, alors évidemment, il y a toujours plein de choses qui sont reliées à cette dysbiose. On sait à quel point elle est reliée à l'apparition des maladies chroniques. Et on sait aujourd'hui que elle a cette responsabilité indiscutable dans l'apparition des maladies liées aux œstrogènes. Alors, la dysbiose intestinale, elle est capable de modifier l'œstrobolome, donc ce dont je vous parlais au début, de perturber l'homéostasie, les œstrogènes, et d'altérer en plus tous ces processus, donc en favorisant le développement des maladies chroniques. Voilà. De toute manière, je vais vous dire un truc, dès qu'il y a un déséquilibre quelque part, ça ouvre la voie à tellement de choses. Parce que normalement, le corps passe son temps à tout rééquilibrer. S'il n'a plus de quoi tout rééquilibrer, c'est un vrai jeu de domino. Il y a plein de trucs qui viennent déséquilibrer l'un et l'autre et qui enchaînent un autre déséquilibre, etc. C'est pareil en médecine chinoise. Okay. Donc, le plus petit déséquilibre au niveau de la flore peut avoir beaucoup, beaucoup de conséquences. Alors, ça concerne autant les femmes que les hommes, même si les femmes le savent souvent mieux que les hommes. Hein. Bon, c'est toujours pareil. Les hommes, ils ne se posent pas autant de questions. Hein. Alors, l'œstrogène, il joue beaucoup de rôles essentiels dans le corps humain. Il va réguler le dépôt de graisse corporelle, principalement là autour du ventre. Hein. Chez les femmes, après 40 ans, c'est là que ça va s'accumuler. Il va, il va avoir un impact sur la reproduction féminine, sur la santé cardiovasculaire, sur le renouvellement osseux et sur la régénération cellulaire. C'est pour ça que je dis souvent aux filles qui ont des symptômes préménopausiques, je leur dis faites tout pour conserver le plus longtemps possible une production normale en oestrogène, parce que c'est ce qui va vous protéger votre peau contre les rides, ce qui va vous protéger contre le vieillissement des os, donc l'ostéoporose, qui n'est pas une maladie, mais juste le vieillissement des os. Ça va protéger votre cœur, okay, et vos émotions d'ailleurs au passage. Même s'il faut que vos oestrogènes viennent s'accumuler un petit peu autour des hanches, hein, dans du gras. Mais il y a des fois où il vaut mieux avoir un peu d'oestrogène et garder un bon état cardiovasculaire et des os et une belle peau au passage que d'avoir une taille de guêpe. Donc c'est une question de choix. Hein. Donc ça, c'est ce qui attend les femmes au tournant de la ménopause. Donc chez les femmes ménopausées, alors un estrobolome perturbé, ça va signifier des plus grands risques d'obésité, voilà, de maladies cardio et d'ostéoporose, parce que on ne dit pas que tout s'arrête, c'est clair qu'il y a d'autres façons, elles continuent à produire un tout petit peu d'oestrogène, mais de loin, c'est plus comparable avec avant. Voilà. Et aujourd'hui, la recherche suggère que la dysbiose intestinale, donc ce déséquilibre au niveau du ventre, entraîne une diminution de l'activité de cette enzyme qui s'appelle bêta-glucuronidase. Je sais, c'est un nom, bon, je m'en devrais accoucher dehors.
Et donc, il existe bien une relation importante entre l'ostrobolome, la carence en oestrogène et les risques d'obésité, de maladies cardiovasculaires et d'ostéoporose. Encore une fois, l'ostéoporose n'étant pas une maladie, mais un vieillissement naturel des os qui peut être précipité si on n'a pas assez d'oestrogène. Alors, les femmes non ménopausées ne sont pas épargnées, évidemment. Il y en a quand même beaucoup qui souffrent de déséquilibre au niveau de leur production d'oestrogène, de leur niveau d'oestrogène. Et c'est le cas de l'endométriose, par exemple. Donc, l'endométriose, c'est un déséquilibre qui est directement issu d'une présence excessive d'oestrogène. Et l'ostrobolome de ces femmes-là contient un plus grand nombre de bactéries productrices de glucuronidase, donc plus d'oestrogène circulant, et c'est ça qui va entraîner l'endométriose. Et on sait aussi que les femmes atteintes d'endométriose souffrent aussi d'une dysbiose du vagin et de l'endomètre, ce qui contribue à encore plus de déséquilibre hormonal. C'est ce qui fait penser qu'on devrait aussi élargir l'ostrobolome à d'autres flores que celle de l'intestin. Alors, en ce qui concerne le cancer du sein, aujourd'hui, on sait combien cette dysbiose intestinale en général, de toute façon, et la candidose en particulier, sont directement liées au développement du cancer. Alors, il existe évidemment une relation complexe entre l'ostrobolome, les niveaux d'oestrogène, les tissus sensibles aux oestrogènes et le cancer. Là, je ne vous apprends rien, j'espère. Et en milieu microbien de l'intestin, c'est là que tout va jouer sur le microbiome, le microbiome de n'importe quel tissu qui est sensible aux oestrogènes, tel que le sein et par transfert direct de microbes. Donc, les tissus du sein ont un milieu microbien, c'est un microbiome qui est directement en relation avec l'état d'équilibre microbien des intestins. Donc, par exemple, les probiotiques qu'on va donner aux femmes qui ont des problèmes de sein, ces probiotiques-là vont atteindre le tissu mammaire et vont avoir des effets anticancérigènes. Alors, qu'est-ce qui perturbe cet ostrobolome, vous allez me demander? Eh bien, comme d'habitude, le mode de vie, évidemment, l'alimentation, qui y sont pour beaucoup, et ce sont eux qui ont le plus d'impact sur l'équilibre de la flore, donc sur l'apparition d'une dysbiose. Or, une perturbation du microbiome intestinal va potentiellement perturber aussi l'ostrobolome. Il est important de savoir que les antibiotiques et les contraceptifs hormonaux modifient à la fois la flore intestinale et le niveau d'œstrogène dans le corps, ce qui suggère qu'ils peuvent avoir un impact négatif sur l'ostrobolome. Alors c'est vrai que les contraceptifs, voilà. Je vais pas revenir dessus. Alors, je vais me répéter, mais j'insiste, l'alimentation est un autre facteur important qui peut affecter l'ostrobolome, et un grand nombre de recherches démontrent que l'alimentation a un impact significatif sur le microbiome intestinal. Et donc, l'ostrobolome fait partie du microbiote global. Et donc, il est susceptible d'être affecté par les aliments qu'on va choisir de consommer, normal. Et donc, la consommation de phytoestrogènes peut avoir un impact significatif sur le risque des maladies liées aux oestrogènes. C'est pour ça que quand vous faites, par exemple, comment ça s'appelle? On en a parlé tout à l'heure. Donc, quand vous avez une maladie liée à un excès d'oestrogène, on va vous dire, ne touchez pas au soja, par exemple. Donc, les phytoestrogènes, ils peuvent être œstrogéniques ou antistrogènes, dans les deux cas. Un phytoestrogène, ça peut ou être pro-œstrogène ou contre-œstrogène. Et donc, ils peuvent par conséquent avoir un effet protecteur ou causal sur le développement du cancer et des maladies chroniques. Ça dépend dans quel sens on les a. Et il faut savoir que les huiles essentielles phytoestrogènes ont l'avantage de protéger la flore et l'immunité tout en régulant la production hormonale. Les huiles essentielles, elles ont ce côté intelligent qui fait que quoi que vous fassiez, elles vont aller dans le bon sens, pas dans le mauvais. Non, parce que je sentais venir la question, là. C'est pour ça que j'ai tout de suite mis. Donc,
l'équilibre du microbiome pourrait être, est-ce qu'il pourrait être une nouvelle façon de traiter les maladies liées aux oestrogènes? Eh bien, la recherche indique qu'il pourrait être possible de moduler l'ostrobolome et donc d'inverser les pathologies liées aux oestrogènes grâce à une supplémentation en probiotiques, comme d'habitude. Et si la prise de prébiotiques régulière suffisait, c'est vrai, pourquoi prendre des probiotiques quand on peut juste prendre des prébiotiques pour bosser sur l'équilibre de la flore et de l'ostrobolome? Si on crée une synergie entre les prébiotiques et les huiles essentielles qui protègent la flore intestinale, par exemple, hein, ça c'est intelligent. Sachant que le soin de la flore est déjà très utilisé dans la guérison des maladies auto-immunes, son impact sur l'équilibre de l'ostrobolome ne peut être que bénéfique pour inverser les pathologies liées aux oestrogènes. Ça, il faut le garder à l'esprit. Alors, même si la recherche est encore balbutiante pour confirmer la relation entre qualité de flore via les probiotiques et l'ostrobolome, eh ben, ça ne coûte rien de se faire du bien en consommant des produits fermentés capables de réensemencer la flore tous les jours, hein, surtout si on souffre de maladies liées aux oestrogènes. Bon, ce n'est pas un truc à faire en début de traitement anti-candida, sinon là on va faire flamber la candidose. Mais c'est à faire une fois qu'on a contrôlé cette surpropagation du candida. Okay, ça c'est très important une fois que le candida est contrôlé, de continuer à consommer régulièrement, enfin de consommer régulièrement des prébiotiques. Alors la dysbiose réversible, donc ça veut dire l'équilibre de la flore intestinale, semble être la clé, donc pour moduler l'ostrobolome. Okay, et les praticiens peuvent simplement reconnaître que les médicaments utilisés actuellement sont complètement inutiles parce qu'ils ne s'occupent pas de ça. Et que en fait, les probiotiques sont l'outil manquant dans la boîte à outils de ces gens-là, surtout quand il s'agit de traiter des maladies chroniques liées aux oestrogènes, même si ce n'était pas lié aux oestrogènes d'ailleurs. Alors pour moi, prendre des probiotiques, c'est un peu limité si on ne prend pas aussi des prébiotiques. Okay, moi, je trouve que rien ne remplace les bons choix alimentaires, sauf si on ne peut absolument rien avaler. Donc, le probiotique, c'est par exemple une fibre qui nourrit les bonnes bactéries déjà présentes dans le côlon. Voilà. Et donc, le corps va digérer tout sauf ces fibres. Et les fibres, elles agissent en tant que fertilisants pour favoriser la croissance de bonnes bactéries dans les intestins. C'est hyper important. En face, on a les probiotiques qui, elles, sont des bactéries vivantes qui entretiennent la flore. Donc, c'est des bactéries, tout ce qui est acidophilus, comment on appelle ça, voilà, tout ce que vous trouvez dans les yaourts, par exemple, c'est des probiotiques. Hein. Donc, mais c'est très délicat. Hein. Ils sont sensibles à la chaleur, à l'acidité. Il y a beaucoup de choses qui les rendent fragiles. Hein. Et ils sont en compétition avec déjà plus de 1000 bactéries déjà présentes dans les intestins. Donc, c'est bien de considérer les probiotiques, mais je trouve que les prébiotiques, c'est indispensable. D'ailleurs, sans prébiotiques, l'efficacité des probiotiques, franchement, elle peut être remise en question. Okay, alors, je vous ai mis une petite liste de prébiotiques ici, comme la pomme de terre cuite et refroidie, la banane quasiment verte, les fruits rouges, les poireaux, l'ail, les asperges, les oignons, les artichauts. Et alors, en probiotique, alors là, on a tout ce qui est ensemençant, donc tout ce qui est fermenté, comme la choucroute. Bon, ici, on a du kimchi, pour ceux qui ne connaissent pas, Les olives, mais en saumure, hein, pas en huile. Les fromages au lait cru, hein, le kéfir, les yaourts au lait cru aussi. Tout ça, c'est des très bonnes sources de probiotiques. Donc, au lieu d'aller manger des gélules, le mieux, c'est d'associer des probiotiques frais, naturels comme cela, avec des prébiotiques. Et puis surtout, il vaut mieux éviter de produire trop d'œstrogènes. Et pour ça, il faut éliminer les substances toxiques. Il faut gérer positivement le stress. Il faut chouchouter les foies, éviter le soja. Il faut bouger. Et il faut maîtriser notre candidose et notre glycémie en évitant de toucher au sucre et aux céréales en général. Okay, le sucre et les céréales, c'est la mort dans ces cas-là. Les céréales en particulier qui fabriquent de toute façon du sucre, quelle qu'elle soit
complète, pas complète, ça revient au même. Là, je vous ai mis une petite liste d'huiles essentielles qui travaillent sur l'équilibre hormonal. Par contre, là, il faut en connaître les détails. Ça, c'est une liste indicative. Je vous renvoie au cours d'Aroma Pro, par exemple, sur les huiles des hormones des femmes pour affiner la sélection et créer une synergie dont vous avez besoin. Parce que ces huiles sont très... elles ont toutes des spécificités. Okay, elles agissent sur les hormones, mais à certains niveaux, dans certaines conditions, pour certaines choses bien précises. Il ne faut pas les prendre n'importe comment au pif. Okay, donc, de ce côté-là, bon, je vous donne pas mal d'infos dans beaucoup de mes bouquins pour choisir vos huiles, hein, en particulier dans l'essentiel de l'équilibre. Mais bon, c'est clair qu'il y a beaucoup plus d'infos dans Aroma Pro et vous l'avez encore à votre disposition jusqu'à demain, puisque demain, je ferme les inscriptions. Voilà, donc il vous reste encore un petit peu de temps.